personnalité du maître de Bagdad est portée à son comble. Fort de sa conception totalitaire du pouvoir, Saddam Hussein use de la panoplie complète du despote. Populisme, nationalisme exacerbé, terreur policière. Et pourtant, malgré l'opacité du régime, malgré l'absence de toute vie démocratique, malgré les privations imposées par 12 années d'embargo, la population de Bagdad semble mener une vie normale. Dans les lieux publics, des centaines de chansons à la gloire de Saddam Hussein rythment le quotidien des Irakiens. Depuis plus de 30 ans, le maître de Bagdad dirige d'une main de fer le pays, malgré les innombrables complots auxquels il a toujours échappé, comme par miracle. Quelles furent les étapes de la longue marche de cet homme d'origine modeste vers la conquête du pouvoir absolu? Son destin se joue en 1956, quand, à 19 ans, il se lance dans le militantisme révolutionnaire. À partir de cette époque, l'activisme politique va désormais nourrir les rêves du jeune Saddam, né 19 ans plus tôt, le 27 avril 1937, au cœur de l'Irak musulman sunnite, dans un petit village du pays Tikrit. C'est dans cette région, située à 150 km au nord de Bagdad, qu'est né 8 siècles plus tôt, Saladin, devenu le héros du monde arabe. Il sera le modèle du futur maître de Bagdad. C'est au sein de cette société tribale, un monde fermé, au code rigide, où chaque membre est lié par une indéfectible loyauté au clan, que Saddam Hussein a passé son enfance. Une enfance rebelle, de petit orphelin, victime des violences de son beau-père, un homme fruste que sa mère a épousé en secondes noces. Dès le début de sa carrière politique, ce réseau familial, aux multiples ramifications, formera le cercle rapproché de sa lutte pour le pouvoir. Malgré ces archaïsmes, la société rurale dans laquelle a baigné l'enfance de Saddam Hussein est travaillée par les profondes mutations qui secouent l'Irak depuis la fin de la Première Guerre mondiale. En 1920, les 3 provinces mésopotamiennes de l'Empire ottoman, celles de Bagdad, Mossoul et Bassora, sont placées sous mandat britannique. C'est le début de l'Irak moderne, une mosaïque ethnique et confessionnelle de plus de 10 millions d'habitants. Un an plus tard, les Anglais installent sur le trône le roi Faisal Ier. Le pouvoir politique est dans les mains d'une élite sunnite, bien que les chiites soient majoritaires dans le pays. En 1932, la Grande-Bretagne met fin à son mandat, octroie son indépendance à l'Irak, mais maintient sa présence militaire dans ce carrefour stratégique situé sur la route des Indes. En 1941, les Anglais écrasent un coup d'État pro-nazi déclenché à Bagdad par Rachid Ali, une figure historique du nationalisme arabe. Le Moyen-Orient est alors la plaque tournante des forces britanniques face à l'armée hitlérienne qui avance dangereusement en Afrique du Nord vers la frontière égyptienne, menaçant le canal de Suez. Après la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, qui maintient ses garnisons du canal de Suez au golfe Persique, est la cible du nationalisme arabe. À Bagdad, en 1948,
une manifestation anti-britannique est réprimée dans le sang. Un grand nombre d'officiers irakiens créent des cellules clandestines et propagent l'idée de la République. Dans ces années troublées d'après-guerre, Saddam Hussein s'apprête à quitter pour toujours le monde tribal de son enfance. À 10 ans, il ne sait ni lire ni écrire, son beau-père préférant l'envoyer travailler au champ plutôt qu'à l'école. C'est le début d'un épisode héroïque de la vie de Saddam Hussein, qui 25 ans plus tard, quand il lance son vaste programme de scolarisation de l'Irak, sera proposé à l'édification des écoliers sous la forme d'une bande dessinée concoctée par les services de propagande. Dès son enfance, notre guide et président Saddam Hussein révèle une force de caractère hors du commun. Humilié par sa condition de petit paysan analphabète, Saddam veut résolument apprendre à lire et à écrire. Le jeune Saddam s'enfuit du foyer familial et se réfugie chez des cousins qui lui confient un pistolet pour poursuivre son chemin, car la région est pleine de dangers. Saddam n'a qu'une idée en tête, trouver asile chez son oncle maternel, Kerala Tulfa, un officier nationaliste. Sous le regard sévère de cet homme intransigeant et pétri d'idéal, Saddam se lance avec courage et détermination dans les études. Quelques années plus tard, il suit son oncle à Bagdad. La capitale de l'Irak est alors le creuset d'une agitation politique nourrie par l'extraordinaire défi qu'a lancé le colonel Nasser à l'Occident en nationalisant le canal de Suez. Nasser devient un héros du monde arabe et des pays en voie de développement. L'Égypte est aussi le premier pays du Proche-Orient qui suscite l'intérêt de l'Union soviétique tant par sa position stratégique que par son idéologie socialisante. C'est à cette époque que Saddam Hussein, animé par une haine farouche des Anglais que lui a transmise son oncle, adhère au Baas, parti de la résurrection arabe. Il en fera l'instrument de sa conquête du pouvoir. Le Baas, aujourd'hui omniprésent dans les institutions irakiennes, est né dans l'immédiate après-guerre en Syrie et en Irak. À l'origine, c'est un parti progressiste qui allie dans sa doctrine nationalisme et panarabisme, socialisme et laïcité. Dès ses débuts, les militants du Baas s'engagent auprès des Palestiniens, dont la cause est partagée par tous les nationalistes arabes. Dans le climat de guerre froide de ces années 50, qui voit naître au Moyen-Orient une floraison de mouvements nationalistes, la royauté irakienne est minée par une contestation sourde au sein même de l'armée, jusque-là fidèle. C'est alors que l'Irak devient un enjeu géostratégique majeur pour les Occidentaux. Le 24 février 1955, à Bagdad, un traité est signé sous l'égide des Anglais pour contenir la puissance militaire de l'Union soviétique tournée vers les pays de la zone asiatique et moyen-orientale. Le pacte de Bagdad, ce système de défense fermement soutenu par les Américains, relie entre eux le Pakistan, l'Iran, la Turquie et l'Irak. À Bagdad, comme dans d'autres capitales arabes, les nationalistes réagissent violemment contre ce pacte. Des groupes d'officiers libres sont gagnés par cette agitation anti-impérialiste. La monarchie irakienne, inféodée aux Occidentaux, s'en trouve ébranlée. 3 ans plus tard, le 14 juillet 1958, un coup d'État militaire dirigé par Abdel Karim Qassem, un général très populaire au sein de l'armée, renverse la monarchie. Le roi Faisal II et tous les membres de sa famille sont assassinés. La République est proclamée.